Bonsoir à tous, bienvenue sur LCP et Public Sénat. 50 millions de Français sont vaccinés, c'est une bonne nouvelle parce que sur le front du Covid, la France va mieux. Du coup, le pouvoir d'achat et la sécurité se disputent la une de l'actualité de cette rentrée. Pour prévenir la grogne sur les fins de mois difficiles, le président Macron a augmenté le chèque énergie. L'opposition promet, elle, d'augmenter les salaires. La campagne est largement lancée à quelques mois de la présidentielle, sauf que chez LR, les Républicains, le choix du candidat à la présidentielle est précisément un peu laborieux. Et Éric Zemmour en profite pour jouer les chamboule-tout. Bienvenue dans Audition Publique, l'émission politique hebdomadaire commune à LCP Public Sénat. 1 heure, un invité pour entamer la saison. Nous accueillons le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les trois, heureux de vous retrouver. Bonsoir à tous les trois. Et nous sommes en compagnie de Brigitte Boucher, de LCP, et Steve Jourdain, de Public Sénat. Vous les connaissez, bien sûr. D'ailleurs, dans un instant, ils vont vous interroger sur l'annonce du président Macron concernant les harkis. C'est une journée importante pour eux. Mais d'abord, Gérard Larcher, la crise diplomatique qui a éclaté vendredi après la rupture du contrat du siècle, rupture par une alliance américano-australo-britannique. Pour résumer, on n'a pas encore entendu le président Macron sur ce sujet. D'abord, est-ce que ça vous surprend ? Non, ça m'interroge, mais au fond, ça traduit notre éviction d'un des enjeux les plus importants, les plus tendus du monde, c'est l'axe Indo-Pacifique. Et nous voyons bien que la confrontation entre les États-Unis et la Chine va se jouer, et on n'a pas souhaité que la France y soit présente. Et pourtant, la France est présente dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, elle est présente à Wallis et Futuna, elle est présente en Polynésie française. La deuxième chose que ça appelle, c'est bien sûr, on n'a pas entendu le président Macron, mais j'ai pas beaucoup entendu les chefs d'État et de gouvernement européens. Ouais. Et j'essaie d'écouter, de scruter, je n'entends rien. Madame von der Leyen s'est exprimée tout à l'heure, oui. Et pour défendre la France. Mais il était temps. Il était temps parce que le sujet maintenant, c'est concrètement, à quelques mois de la présidence française, la conférence de sécurité et de défense, la seule manière d'être présent, c'est une Europe forte. Et une Europe forte qui assume ses responsabilités. C'est une défense commune alors ? Mais c'est... Allons par étapes. Quand nous voyons que nous avons encore des interrogations sur le SCAF, sur l'avion, aujourd'hui, je crois que ce qui s'est passé en Afghanistan et aujourd'hui ce qui vient de se passer appelle à véritable sursaut de l'Europe en matière de sécurité et de défense. Mais pardon, à court terme, avant d'en venir sur ce que pourra faire le président Macron quand il sera président de l'Union européenne en janvier, qu'est-ce qu'on peut exiger de nos alliés ? Pour l'instant, on a rappelé nos ambassadeurs. Symboliquement, diplomatiquement, c'est très fort. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'Emmanuel Macron cherche à obtenir ? Naturellement, les États-Unis, nous sommes alliés. Mais des alliés, ça se respecte. Et manifestement, il n'y a pas eu de respect vis-à-vis de la France. On est humilié ? Et donc, je partage cette décision, mais qui est une décision de court terme, symbolique, mais elle doit nous réveiller et réveiller l'Europe. Vous voudrez sortir de l'OTAN ? Attendez, c'est un sujet qu'on ne traite pas comme ça au revers d'un soir. L'OTAN, c'est une structure que nous avons réintégrée. J'ai d'ailleurs voté cette réintégration à l'époque sur la proposition du président de Chirac. C'est pas une décision qu'on prend comme cela. Mais je crois que c'est l'occasion entre alliés européens, non pas de dénoncer l'autre, mais de se dire qu'ensemble, on pèsera. Ce que je constate, c'est que l'Europe et la France sont évincés de cet enjeu majeur qu'est l'axe Indo-Pacifique. Une toute dernière question quand même, pardon, puisque vous me l'inspirez. Est-ce qu'il y a eu des maladresses côté français ? Certains de vos amis l'ont dit. Écoutez, on va se poser les questions. Ça va être le rôle du contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, la commission de la défense, des affaires étrangères, de la défense. Vous demandez une commission d'enquête ? C'est pas que je demande. Le président Cambon m'a déjà proposé une commission d'enquête. Un ensemble d'auditions, certaines publiques, certaines à huis clos, avec le ministre de la Défense, les services extérieurs. Il faut qu'on sache pourquoi on n'a pas perçu, en fait, ce qui était en train de se préparer, mais aussi les conséquences pour notre industrie de défense, les conséquences en matière d'emploi, en matière de recherche.
Tout cela, nous devons l'évaluer et nous allons le faire. C'est le rôle de contrôle du Parlement. Merci. Sur ce sujet, on va avancer. Beaucoup d'actualités. Et dans l'actualité du jour, cette annonce importante d'Emmanuel Macron pour un projet de loi de reconnaissance et de réparation pour les harkis. On l'écoute. La France a des devoirs à l'égard de ceux qui la servent et la défendent. Les harkis ont été, ont toujours été et sont des Français. Par le sang versé, les combats choisis et leur naissance, à chaque fois. Or, après la guerre d'Algérie, la France a manqué à ses devoirs envers les harkis, leurs femmes, leurs enfants. Brigitte Boucher. Oui, Gérard Larcher, outre le projet de loi de reconnaissance et de réparation, Emmanuel Macron a aussi demandé pardon aux harkis. Il a eu raison de faire ça? Écoutez, le dossier des harkis, c'est une tâche dans notre histoire. Au fond, notre pays n'a pas donné aux femmes et aux hommes qui avaient fait confiance en la France, qui l'avaient choisi, tout simplement la reconnaissance. Déjà en 2005, Jacques Chirac avait entamé, au travers d'un projet de loi, cette reconnaissance avec une dimension financière sans doute insuffisante, mais cette reconnaissance, la place et du rôle qu'avaient joué nos compatriotes harkis dans l'accompagnement de notre pays à un moment très difficile et de tension. Celui qui a parlé de reconnaissance, c'est Nicolas Sarkozy, en 2012, ne l'oublions pas. Et c'est Nicolas Sarkozy qui, au fond, a dit « Moi, je suis comme lui, je préfère la reconnaissance à la repentance ». La reconnaissance, aujourd'hui, elle doit continuer à se traduire par un certain nombre de soutiens. Il avait fait ce discours, Nicolas Sarkozy, dans ce qui était une des tâches, le camp de Rivesaltes. Car, pour bien connaître quelques familles qui ont vécu dans ces camps, et notamment une personnalité éminente aujourd'hui qui sert la République, pour lequel j'ai un immense respect, et qui a été à mon cabinet... Oui. Je n'en dirai pas plus. Vous ne le citerez pas. Non. Gérard Larcher, vous parlez de reconnaissance et pas de repentance. Oui, parce que je pense que la reconnaissance, c'est ce qu'attendent justement là-dessus, parce que la droite a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ses propos sur la colonisation qu'il a qualifié de crime contre l'humanité. Et je vous rappelle quand même les propos de 2017 à Alger. Est-ce qu'il sort de l'ambiguïté, là, Emmanuel Macron? J'espère que ce n'est pas dit en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître l'ami harkis. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas avec l'Algérie des relations. Algérie qui traverse des moments difficiles, vous savez, le Sénat a des relations avec le Conseil de la Nation, et je souhaite que nous les ayons, mais ça n'est pas sans la reconnaissance de la place si particulière, si douloureuse, et trop longtemps oubliée, des harkis. On va changer de sujet, on va parler un peu de sanitaire. Vous aviez rendez-vous, Gérard Larcher, avec Jean Castex aujourd'hui à Matignon. Vous avez notamment parlé de la crise sanitaire, évidemment. À l'ordre du jour, il y a un projet de loi qui sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres. Et ce projet de loi, il vise à prolonger le pass sanitaire. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il faut, oui ou non, prolonger le pass sanitaire? D'abord, la crise sanitaire n'est pas terminée. À cet instant, je pense à nos compatriotes encore dans les Antilles, en Guyane. Nous avons évoqué la situation notamment dans les Antilles et notamment en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, dans lequel le gouvernement va envoyer des renforts médicaux. J'ai une note ce soir sur ce sujet. Ne l'oublions pas. Soyons solidaires. Seconde des choses, nous avons voté majoritairement le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Cet après-midi, avec le Premier ministre, nous avons fait un bilan de cette obligation vaccinale, notamment sur les soignants, et constaté que, hormis dans certains outre-mer, les choses ont très très largement progressé. Donc c'est un satisfecit de la méthode. Oui, mais nous l'avons voté parce que pass sanitaire et obligation, c'était une nécessité. Alors, est-ce qu'il faut prolonger ce pass sanitaire maintenant? Nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous qui est le 15 novembre. Et en fonction de la situation, le gouvernement va consulter le Parlement. Le Parlement dont la mission est de voter l'éventualité de prolonger le pass sanitaire. De quelle manière? Alors sur quel territoire et pour quelle durée? Voilà les trois sujets. Quelles sont vos préférences? En 2 mots. Écoutez, je vais m'entretenir avec les présidents de groupe dès demain. Je vais m'entretenir avec le président de la commission des lois et le rapporteur qui est Philippe Bas. Je pense que la réaction au Sénat va être en matière
de méthode de dire le pass sanitaire, c'est un outil utile, mais qui doit toujours être l'équilibre entre les libertés et la sécurité. Mais vous n'êtes pas sanitaire. Hostile à ce qu'il soit prolongé au-delà du 15 novembre. On comprend bien la même chose ? Vous comprenez la même chose. La deuxième des choses, c'est est-ce qu'il s'applique de manière uniforme sur le territoire ? Vous êtes pour une territorialisation. C'est un sujet qui mérite vraiment d'être analysé. Et on voit bien qu'il y a des réponses territoriales. Et ça, le président l'a évoqué, vous y êtes favorable justement à cette territorialisation. Mais j'ai abordé le sujet territorial, ça fera partie des débats. Troisième sujet, c'est le délai. Voilà. Est-ce qu'on enjambe une longue période au prétexte qu'on a des élections présidentielles ? Il y a deux hypothèses, fin mars, fin juillet, jusqu'à fin mars ou jusqu'à fin juillet actuellement. L'hypothèse, pour nous, c'est le contrôle régulier du Parlement. Il nous reste avant le 15 novembre, quand même. C'est demain, c'est demain. Non, c'est pas demain. Président, pardonnez-moi, 55 jours. Donc on a du temps. Et nous avons vécu une période plus courte depuis la mise en place du pass sanitaire. Donc la question, c'est le contrôle par le Parlement. Il y aura des débats. Et je pense que le Sénat, très sensible au contrôle parlementaire, très sensible à cet équilibre permanent donc vous n'êtes pas entre sécurité sanitaire la présidentielle et les législatives. On aura un débat. Et je pense que nous arriverons à un moment à converger. Donc, je répète la question de Brigitte. Vous n'êtes pas favorable là, à ce jour, à ce qu'on enjambe par un texte de loi. Ça n'a jamais été la position du Sénat. Ça n'est pas ma position. Ouais. Le Parlement, je le rappelle, finit ses travaux en février, mais il reste toujours un Parlement. On peut bien évidemment, on peut le convoquer en session extraordinaire. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que nous avons fait il y a 2 semaines pour parler des Outre-mer. Alors, on avance sur l'économie avec, je le disais tout à l'heure, un pouvoir d'achat qui préoccupe les Français et le gouvernement. Et oui, effectivement, parce que les prix de l'énergie flambent. Elisabeth, que ce soit sur le gaz, l'essence, bientôt l'électricité, nous annonce UFC Que Choisir. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une augmentation du chèque énergie de 100 € pour les 5,8 millions de bénéficiaires. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre ? Écoutez, d'abord, les Français ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé. Ils sont plus de 55%. Et en même temps, les statisticiens, et je pense qu'ils nous disent aussi la vérité, constatent plutôt un pouvoir d'achat, au moins qui a été stable, qui a même légèrement augmenté. En même temps, les Français ont surépargné 160 milliards, parce que cette crise les inquiète, continue à les inquiéter pour leur avenir. C'est donc un mélange de réalité et d'inquiétude. Par contre, sur la question de l'énergie, la question de l'énergie nous renvoie à 2 choses. La crise des Gilets jaunes. Souvenez-vous, augmentation de l'énergie, de la vie quotidienne, notamment du carburant, pour un motif respectable. Il en a tiré les leçons, le président, en augmentant justement très rapidement ce chèque énergie. Premier sujet, quand nous avons eu la loi climat-résilience, nous avons dit attention à toutes ces décisions sur les conséquences. Et puis, ça nous renvoie à un 3e sujet. Parce que l'énergie, c'est un facteur important pour le pouvoir d'achat et pour la compétitivité de nos entreprises. Et ça renvoie au débat sur la place de l'électronucléaire et au fait que la Commission, vous évoquiez la réaction positive de Mme von der Leyen, il y a très peu de jours, a considéré que l'énergie nucléaire n'entrait pas dans le plan de relance vert de l'Europe. On a donc un sujet majeur sur lequel on ne pourra pas faire toujours du en même temps. Il faudra que clairement nous choisissions... L'augmentation du chèque énergie, c'est du en même temps Non, c'est une bonne je réponds sur l'énergie. C'est une réponse aujourd'hui pour les 5 600 000 Français qui en ont le plus besoin. Donc tant mieux. Tant mieux, mais vous voyez bien que ça ne résout pas le problème sur le fond. Steve. Beaucoup, le gouvernement débloque donc ces aides. Il y a aussi une hausse du SMIC qui est évoquée. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train, tout simplement, de cramer la caisse, comme on dit, à quelques mois de la présidentielle maintenant ? D'abord, ça nous renvoie au quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ça a été une décision utile pour soutenir les Françaises et les Français, pour soutenir notre économie, pour soutenir un certain nombre d'activités qui étaient totalement empêchées. Mais il va falloir que le quoi qu'il en coûte, ça ne soit pas un mode de vie, et que ça devient quoi qu'il advienne. La situation, aujourd'hui, elle est quand même des réalités financières extrêmement fortes. Nous avons un déficit
budgétaire qui a 220 milliards d'euros explosé. Nous avons une dette qui va approcher les 3 000 milliards d'euros et on continue à dépenser. Nous allons avoir les éléments du projet de loi de finances. Mercredi. Et, ouais, mais sont d'ores et déjà qu'il y a plus 11 milliards. C'est-à-dire que nous ne sommes pas revenus à une trajectoire vertueuse de la dépense publique. Et en plus, on a abandonné tout ce qui pouvait, à terme, générer des recettes sur la dépense publique. Mais je vais prendre la question de la réforme des retraites. Chacun sait que c'est un des éléments majeurs du retour progressif à un équilibre financier. Je dois dire que j'ai peur qu'on soit rentré dans une campagne électorale où on distribue beaucoup. Le Sénat jouera son rôle sur ce projet. Et bien sûr, sur le projet de loi de finances. Vous proposez des amendements sur les retraites de financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, cet après-midi, avec le Premier ministre, puisque vous évoquiez ma rencontre avec le Premier ministre, nous avons parlé des mesures éventuellement sur la dépendance qui pourrait être dans ce texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Encore faut-il ne pas faire imploser la caisse. Je retiens votre formule, en tout cas. Il ne faut pas que le quoi qu'il en coûte devienne le quoi qu'il advienne. Un mot, parce que un mode de vie. La question de Steve Jourdain portait sur les cadeaux de Noël que certains voient distribués par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est votre cas? Il faut qu'on soit tous extrêmement responsables. Est-ce qu'il y a, dans cette période, on ne peut pas continuer à emmener notre pays. C'était nécessaire, je rappelle, le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre vers le retour à l'équilibre. Je vous pose la question plus directement. Pardonnez-moi, les générations à venir. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en campagne électorale? Oui, je crois. Enfin, j'ai cru percevoir. Mais je suis un peu naïf, peut-être. Gérard Larcher, vous dites qu'il faut faire attention à la dépense publique et à droite, vous êtes soucieux justement des deniers de l'État. Valérie Pécresse, qui est dans votre camp, dont vous êtes proche, propose d'augmenter les salaires de 10%, les salaires nets. Est-ce que ça vous semble réaliste au moment où justement on dit qu'il faut faire des efforts? J'ajoute un chiffre pour la dépense publique. En 3 ans, avant le Covid, alors que le président de la République s'était engagé à maîtriser puis à réduire la dépense publique, on a fait plus 80 milliards. Mais le déficit était revenu à 3%. Non, oui, mais avant. Avant le Covid. Avant le Covid. Aujourd'hui, il y a un débat autour du pouvoir d'achat. Les propositions de Valérie Pécresse et d'autres candidats nous renvoient à la question du pouvoir d'achat qu'elle propose de financer par la réduction d'autres dépenses publiques, des charges. On a en fait un vrai sujet sur le pouvoir d'achat, qui est le salaire, les charges et les impôts. Nous restons un pays extrêmement fiscalisé. Voilà pourquoi, personnellement, je suis extrêmement prudent. J'ai été ministre du Travail sur cette question du pouvoir d'achat. C'est un sujet important qui doit faire débat, mais qui ne peut pas conduire à des propositions qui ne soient pas calculées. Surenchère, celle-là, voilà. Peut-être mérite. Non, parce que j'ai analysé la proposition de Valérie Pécresse et nous allons en reparler ensemble. Il faut vraiment que ça soit avec un sigma égale 0 à la fin. Oui, il faut faire attention. On va parler de la sécurité, c'est très important. Steve, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une instance de contrôle parlementaire. Oui, une instance de contrôle parlementaire pour contrôler les forces de police. Vous y êtes favorable personnellement? D'abord, le Beauvau de la sécurité, ça a été fait pourquoi? Pour faire face au grand échec du quinquennat. C'est la montée de l'insécurité. La réalité de la montée de l'insécurité, quand on voit un certain nombre de chiffres, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais violence, par exemple, plus 20%. Donc la réponse, c'est d'abord de faire confiance et de donner des moyens à la police, à la gendarmerie, et ensuite à la justice. Il y en a eu pour répondre plus de 10 000 hommes. À un système pénitentiaire qui a besoin d'être revisité. Mais sur cette instance de on a attendu 4 ans pour le faire. Au Sénat, nous avons voté un certain nombre de mesures sur les moyens, sur les effectifs. Et aujourd'hui, il y a des choses intéressantes dans les propositions d'Emmanuel Macron. La formation, caméra piéton, la manière dont évoluent les carrières, l'organisation territoriale. Je note que d'ailleurs, c'était dans 2 rapports du Sénat, celui de François Grosdidier et Michel Boutan, et celui de Rémy Pointreau. Donc, on ne va pas bouder cela. Mais sur cette maintenant, sur la question, pardonnez-moi, si on n'a retenu que cela, non, mais du Beauvau... Elle vous concerne, on a besoin d'un accord. Elle me concerne, mais pardonnez-moi, la sécurité des Français, elle me concerne. Bien sûr. Et c'est pour moi une priorité. Le contrôle, aujourd'hui. D'abord, il ne faut pas jeter l'opprobre sur un corps de police et de gendarmerie
dont l'immense majorité de ceux qui assurent notre sécurité sont respectueux de l'état de droit et des valeurs que véhicule la République. Et quand on regarde, c'est 7%, vous le savez, aujourd'hui, des fonctionnaires, c'est 55% des contrôles. Nous pouvons toujours contrôler. Quand il y a eu le rapport Grosdidier en 2018, c'est un travail de contrôle du Sénat. Donc ce que vous dites, c'est que je pense, c'est qu'il faut instance. que le président, puis je retrouverai tout à l'heure la présidente de la commission des lois, précise ce qu'il attend de cette délégation. Par exemple, une délégation renseignement qui fonctionne, qui est d'ailleurs partagée entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Protégée par le secret défense. Oui. Mais il y a une commission des lois, est-ce que c'est véritablement utile, Gérard Larcher ? Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, puisque je vous rapporte que les rapports de l'IGPN sont publiés, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une absence de transparence. Donc, il faut qu'on nous précise les choses. Je prends l'exemple de la Belgique. La Belgique, elle, a mis en place une forme de commission de contrôle, mais qui est désignée par les deux chambres et qui travaille en transparence. C'est aussi une réflexion et un débat qu'on peut avoir. Bon, vous avez compris la réponse du président Larcher sur la question de l'instance de contrôle parlementaire. Pourquoi pas ? On verra, mais pas de propre. Il faut savoir ce qu'on fait dedans, ce qu'on y met dedans. Voilà. Et pardonnez-moi, on ne va pas demander l'autorisation, on ne va pas demander, nous, le Parlement, l'autorisation de contrôler la police et la gendarmerie. C'est un droit constitutionnel. Voilà, donc finalement, ça sera peut-être superflu. À votre avis ? Écoutez, il n'est pas superflu de faire respecter l'état de droit, mais pardonnez-moi, c'est aussi une décision que nous prendrons les parlementaires. Merci infiniment Brigitte Boucher et Steve Jourdain d'avoir posé toutes ces questions au président Larcher. On va tout de suite s'orienter vers le Figaro, notre partenaire le Figaro Live. Vincent Roux, bonsoir cher Vincent. Bonsoir Elisabeth. Qu'est-ce qui mobilise les lecteurs et qui justifie une question au président Larcher ? Alors, ce qui a mobilisé les lecteurs, et en tout cas les lecteurs du Figaro ce week-end, c'est la mobilisation des chasseurs, qui a été remarquée, avec notamment la mobilisation également de Xavier Bertrand, qui est allé manifester à Amiens. Ce matin, Julien Bayou a réagi avec beaucoup de virulence. Il a notamment déclaré chez nos confrères de France Info, ce qu'on nous présente comme une activité rurale, il parlait de la chasse, c'est une fake news complète parce que la chasse est aujourd'hui un hobby de citadins, de cadres CSP+, et la majorité des ruraux, les vrais, est opposée à la chasse parce que c'est une nuisance sans fin. Quel est votre avis, Gérard Larcher ? Je vais inviter Julien Bayou à partager avec moi ce qu'est la vie d'une société communale de chasse dans un certain nombre de territoires, notamment dans un département comme le Cantal, où c'est ce qui reste vraiment vivant dans le bout du territoire de la vie associative. Vraiment, Julien Bayou n'a pas compris que quelque part c'est un mode de vie, c'est une ruralité vivante, une ruralité qui partage, qui se rencontre et qui prend soin du territoire beaucoup plus qu'on ne l'imagine, qui aujourd'hui plante des haies, qui aujourd'hui pratique des nettoyages de la nature, qui aujourd'hui protège un certain nombre de populations, qui aujourd'hui sème un certain nombre de cultures favorables à des reproductions. Je pense à l'outarde canepetière. Peut-être que Julien Bayou ne sait pas ce que c'est que l'outarde canepetière. Eh bien, je vous expliquerai, je vous emmènerai en Camargue. En Camargue, c'est une petite oie très particulière. Eh bien, je dois dire qu'il est temps qu'on mette au banc de notre société cette ruralité-là. Ça fait partie des fractures de notre pays, des fractures entre les Français. Moi, je peux comprendre qu'on n'aime pas la chasse. Qu'on n'en partage pas. Mais je pense que nous devons dialoguer, nous devons partager, comprendre. Au fond, il faut nous écouter les uns les autres. Et ça nous renvoie, c'est presque évangélique ce que je suis en train de dire, mais ça nous renvoie à ma conception de la société. Une société où on bannit le rejet des uns par rapport aux autres. Et je dois dire que j'ai partagé, je ne l'ai pas manifesté, ça n'est pas le rôle du président du Sénat, mais je me suis senti très solidaire de mon président de fédération, celle d'Île-de-France, qui fait un travail écologique extraordinaire et qui était à Amiens. Eh ben, voilà. Merci beaucoup pour cette question qui a beaucoup inspiré le président Larcher. On vous retrouve tout à l'heure, Vincent Roux, pour d'autres questions des lecteurs du Figaro. Et on retient votre invitation à Julien Bayou. Elle se va tenir.
Voilà. On va lui montrer ce que c'est qu'un bel transmis. arrêt. Le chien à la bécasse, c'est pas là. Ouais. C'est quelque chose de particulier. Et pour vous, la condamnation de la chasse par certains écologistes, ça traduit, finalement, ça renvoie à cette archipélisation et à ce sectarisme qui monte. C'est ça qu'on sent. Elisabeth Martichoux, par cette fracture de notre pays. Elle est territoriale, elle est sociale, elle est communautaire. Et nous avons du mal de plus en plus à former communauté nationale. J'ai répondu à des jeunes à l'occasion des Journées du patrimoine. Non, mais ils m'ont dit, expliquez-nous pourquoi on doit être attaché à la France. Eh bien, ce genre de réaction, ça détache une partie de leur amour pour la France. Alors en face de vous, Yves Tréhard, vous l'avez reconnu, éditorialiste et directeur adjoint du Figaro, pour des questions, on va dire, plus politiques, parce qu'il se passe des choses, on attend qu'il se passe des choses, en tout cas, du côté de LR. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Gérard Larcher. Vous dites que vous êtes inquiet sur les fractures de la France. Je me demande si vous n'êtes pas un peu inquiet sur l'avenir quand même de votre parti, les Républicains. On connaît maintenant quasiment tous les candidats à la présidentielle, même ceux qui ne sont pas encore déclarés mais qui font peu de doute, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment le président de la République. Et vous, la droite républicaine, eh bien ça traîne, on comprend rien. Autant c'était clair il y a 5 ans quand vous aviez des primaires ouvertes, autant là on comprend plus rien. Comment vous allez procéder? Vous êtes inquiet, non? Yves Tréhard, le sujet pour nous, les Républicains et nos amis des familles centristes, c'est comment le premier parti du territoire, premier parti au pluriel du territoire, nous avons gagné les municipales, les sénatoriales, les régionales, les départementales. Comment on redevient les premières formations politiques nationales pour proposer une alternance au pays. Et qu'on ne soit pas dans le remake, c'est du vieux français, du terroir, du second tour de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, nous allons suivre une procédure. Je reconnais que ça prend un peu de temps, mais le président de ma formation politique a décidé que ce serait un vote, il l'a toujours dit, et je partage cette décision. Quel type de vote? Alors, demain, il y a M. Jean Leonetti, le maire d'Antibes, qui doit remettre un rapport pour justement proposer une méthode. Laquelle ça sera? On croit savoir, mon petit doigt me dit que ça pourrait être une primaire quand même, semi-ouverte. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Le vote aura lieu devant le Congrès, ce sera samedi. Ce week-end. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux militants de la famille des Républicains de ne pas oublier d'exprimer leur choix samedi prochain. Il faudra être présent. Non. Pour des raisons évidentes, en période de pandémie, le scrutin sera électronique et je les appelle vraiment à voter. En fait, il y aura 2 choix. Mais on votera quoi? Oui. Il y aura 2 choix. Le premier des choix, c'est ce que vous avez qualifié de primaire vie ouverte, c'est-à-dire un corps électoral qui sera naturellement les adhérents des Républicains et des familles politiques associées, et puis ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, mais qui devront accepter de quitter l'anonymat. Ah, d'accord. Qui devront accepter, signer une charte et avoir leur nom, publié, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on choisira entre les candidats. Première formule. Deuxième formule. La seconde formule qui est proposée est une formule, elle, qui s'adresse aux adhérents des Républicains, que nous souhaitons, et je souhaite, qu'elle soit ouverte aux autres familles politiques de la droite et du centre, et j'allais dire les clubs. C'est-à-dire les amis de M. Hervé Morin, les clubs... L'UDI, parce que nous avons des accords politiques, avec une réflexion, est-ce qu'on l'ouvre à des formations politiques? Ça fait combien de personnes, ça? Aujourd'hui, ça fait à peu près 120 000, 125 000 accords électoraux. D'accord. Et derrière ça, mais il y a une réalité, c'est qu'il y aura une compétition, et que celui ou celle qui dépose sa candidature devra s'engager à la loyauté et devra s'engager à accepter la décision qui sera prise, soit dans ce que vous appelez la primaire semi-ouverte, soit dans le vote cette formule, des militants. Selon la formule, il y a une formule qui sera choisie samedi, on l'a compris, ce week-end. On aura le résultat samedi soir? Oui. Et une fois que cette formule sera choisie, quand elle sera mise en œuvre, en application? Alors, l'objectif, c'est que fin novembre ou tout début décembre, nous ayons un ou une candidate. Fin novembre. Oui, ou tout début décembre, que nous soutiendrons tous
autour d'un projet qui soit la rencontre à la fois du projet du candidat et du projet notamment des Républicains, qui a été présenté aux universités. Et vous avez la garantie que Xavier Bertrand, que vous avez vu récemment, se rangera. Il a besoin, comme les autres, derrière vous, du soutien de notre parti. Je vais vous dire, je les ai tous vus, tous rencontrés, et pas simplement dans un dîner fort sympathique, dans une manade. Ils ont tous le sens de la responsabilité. Si nous avons 2 candidats, c'est même pas la peine. Alors comment vous allez faire? Et on va... J'ai confiance. Vous dites fin novembre, début décembre, il n'y aura plus qu'un candidat. Il n'y aura plus qu'un candidat à droite, fin novembre, début décembre. Plus qu'un seul, vous êtes sûr? Certains. J'ai en tous les cas la ferme volonté, je crois que ce sera le cas. Vous avez l'accord de Xavier Bertrand pour ça? Mais je ne lui demande pas son accord ou son désaccord. C'est le Congrès qui décidera. Il le faut. Ce que j'ai entendu de Xavier Bertrand, c'est qu'il n'irait pas contre cette famille politique. Je suis optimiste, je suis confiant. En même temps, je suis réaliste. Il faudra toujours qu'il y ait une forte volonté de rassemblement. Alors, il y a un deuxième nom. On parle de Xavier Bertrand, mais il y a un deuxième nom qui fait turbuler le système, comme disait Jean-Pierre Chevènement naguère, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, on entend qu'il pourrait peut-être vous perturber, vous gêner, vous autres les Républicains, alors que c'est peut-être votre chance précisément. Parce que s'il fait du mal à Madame Le Pen, eh ben, c'est peut-être une chance pour les Républicains d'être présents au deuxième tour. Écoutez, j'ai déjà dit... je crois que c'est Elisabeth Martichoux, je l'ai dit ailleurs, que je ne partageais pas les valeurs d'Éric Zemmour. Et je ne les partage pas. Et je vais prendre 3 exemples. Quand il s'est exprimé tout à fait récemment sur la décision de la famille Sandler de faire enterrer les enfants à Jérusalem, j'avoue que reconnaître cette famille, avoir vécu leur drame, j'avoue, je ne supporte pas. Et le rétablissement, c'est très profond. Le rétablissement de la dans ma conception, dans ma conception républicaine, dans ma déclaration. Oui, ça me scandalise. Quand je l'ai entendu il y a quelques années parler des femmes qui abaissaient la politique, pardonnez-moi, je ne peux pas supporter ce genre de choses. Mais en même temps, vous voyez, je fais comme Macron. Le phénomène Zemmour, ça traduit une inquiétude des Français. Et oui, ça traduit une inquiétude des Français qui se posent des questions, notamment sur leur identité, sur des questions qu'on n'a pas résolues, la question migratoire, la question de la sécurité. Et il faut donc que nous, qui croyons dans un certain nombre de valeurs, nous ayons le courage d'apporter sur ces questions des réponses, et des réponses qui soient efficaces et claires. Qu'a-t-il été fait sur la question migratoire au cours de ce quinquennat et pendant le quinquennat François Hollande? Est-ce que vous allez œuvrer pour qu'il ait ces 500 signatures? Ah non, moi je vais œuvrer pour... pour... vous souhaitez qu'il les ait, ou au contraire vous allez œuvrer contre? Je ne fais pas ce genre de calcul. Je ne partage pas ces valeurs. N'imaginez pas avoir un espèce de calcul politique. Je dirais aux maires, il se trouve que j'en connais beaucoup, il se trouve que j'ai des relations avec eux marquées plutôt par la confiance, que naturellement ça leur appartient, mais que je pense qu'il faut qu'ils manifestent à des candidats qui portent des valeurs, qui peuvent être différentes des miennes, mais qui sont des valeurs partagées dans la République. Il peut aller loin ou pas, Éric Zemmour? Il peut aller loin. Je n'en sais rien. S'il se présente. Je trouve qu'on en parle vraiment beaucoup, ce qui démontre qu'il est assez important qu'on ait un ou une candidate, sans trop tarder. D'accord. Quelle est, si vous arrivez Dernière question. Un jour aux affaires, peut-être au mois d'avril, la première réforme que la droite devra engager? Je pense que ça nous renvoie au débat qu'on vient d'avoir. D'abord, tracer une perspective pour les finances publiques. Parce qu'on ne peut pas continuer dans le quoi qu'il advienne que nous évoquions il y a quelques minutes. Deuxièmement, il faut reconstruire l'unité de ce pays. Et reconstruire l'unité, ça passe par un certain nombre de décisions. Décisions de la décentralisation. C'est-à-dire faire jouer, c'est pas qu'une affaire des élus qui parlent aux élus, c'est la proximité des citoyens qui ont le sentiment que leur vie, que les décisions ne leur appartiennent plus. C'est la deuxième décision. La troisième décision, c'est qu'il faudra répondre à ces questions de sécurité. Et pourquoi pas une loi de programmation sur la sécurité intérieure et répondre aussi à la question migratoire. Nous sommes aujourd'hui un pays qui n'a pas de politique en matière d'immigration. Et d'ailleurs, l'Europe n'en a pas beaucoup plus. Un moratoire sur l'immigration, comme le dit... Écoutez, les dernières questions, c'est vraiment la dernière, là. Je pense qu'en tous les cas, il va falloir poser la question, et je pense que
je suis un peu réservé, je l'ai déjà dit sur le mot moratoire, mais qu'en tous les cas, revisiter toute la politique migratoire. Simplement, 2019, 138 000 demandes d'asile, quand dans le reste de l'Europe, ça baissait de 43%. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans notre pays? Ça ne veut pas dire que je suis contre le droit d'asile, au contraire, c'est un droit fondamental. Mais ce détournement-là... On va en parler tout à l'heure avec... Ce détournement-là, il fait partie... Donc voilà un ensemble de mesures que nous pourrions mettre en place. Merci beaucoup, Yves Tréhard. Merci à Yves Tréhard. Merci à vous. Deux questions, je vous demande une réponse rapide. Sur des sujets qui sont importants, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez parlé d'un projet de loi de programmation sur la sécurité. Emmanuel Macron en a annoncé. C'est pour ça, Emmanuel Macron que je faisais allusion. Donc il a eu raison. Oui ou non? Elle est indispensable pour donner des moyens et donner des perspectives. Donc ça, c'est une question, c'est une réponse claire. Et avant d'accueillir nos parlementaires, je voulais vous poser une question sur un texte qui sans doute vous est cher, c'est la décentralisation. C'est Jacqueline Gourault qui l'a porté pour le gouvernement. C'est un texte de décentralisation. Avez-vous la garantie, Gérard Larcher, oui ou non, qu'il sera adopté avant la fin du quinquennat? Je regarde un président de la commission des lois. Yael le gouvernement Braun-Pivet m'a fait savoir que, a priori, les semaines des 6 et 13 décembre seront consacrées à l'examen par l'Assemblée nationale, avec, je l'espère, un dialogue positif et que je souhaite vraiment, parce que c'est l'intérêt du pays. Je parlais des fractures tout à l'heure. C'est pas que la décentralisation, c'est aussi la déconcentration. Une autre conception de l'État. C'est aussi une forme de simplification et puis la différenciation. Est-ce qu'on traite tout le territoire de la même manière? Et donc vous êtes confiant, ce sera effectivement adopté avant la fin du quinquennat? Je l'espère et je ne vois pas en quoi l'engagement qu'a pris le Premier ministre ne serait pas tenu. Alors, vous faites les transitions aussi dans les émissions finalement. C'est le moment des parlementaires. Attention, petit jingle. Et vous savez, Gérard Larcher, c'est l'originalité de cette émission. Il y a deux parlementaires qui vous rejoignent et qui vont vous interpeller. Je vous les présente, mais vous les connaissez bien sûr. Yael Braun-Pivet, donc présidente La République En Marche de la Commission des lois et députée des Yvelines. Vous avez choisi d'ailleurs pour votre carte blanche, on va y venir dans quelques instants, de revenir sur une décision récente de la Cour de justice de la République. Tout le monde a compris. Et à vos côtés, Jean-Yves Lecomte. Bonsoir Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste des Français de l'étranger, membre aussi de la Commission des lois, donc côté Sénat. Donc on commence, si vous voulez bien, Madame, Monsieur, par les cartes blanches. Yael Braun-Pivet, la Cour de justice de la République a récemment mis en examen une ancienne ministre, Agnès Buzyn, et vous avez, comme d'autres, vous êtes peut-être interrogé sur le rôle de la Cour de justice de la République à cette occasion. Effectivement, cela pose de nombreuses questions qui sont des questions très compliquées. La Cour de justice de la République est une institution finalement assez récente. Elle concentre beaucoup de critiques et finalement, on a le sentiment que personne n'y trouve son compte. Les citoyens ont l'impression que les politiques jugent les politiques. Les politiques considèrent que la responsabilité des ministres doit plutôt être engagée devant le Parlement plutôt que par des magistrats. On voit que les procédures sont très longues. On peut penser à l'affaire Karachi qui a donné lieu à la relaxe de M. Balladur et à la condamnation de M. Léotard. C'est plus de 20 ans d'instruction. Donc on a une juridiction qui, en tout cas, suscite de nombreuses critiques. Nous proposions de la réformer dans une réforme constitutionnelle qui n'a pas été à son terme. Au-delà de la question de la juridiction, il y a la question également du champ d'engagement de la responsabilité d'un politique. Finalement, est-ce qu'une abstention doit valoir engagement de sa responsabilité? Et c'est vrai que les décisions récentes posent question. En tout cas, on le voit bien. Et j'aurais aimé avoir votre position, Monsieur le Président du Sénat. Je crois savoir que vous accompagnez notre volonté de réforme sur ce point lors de la réforme constitutionnelle
constitutionnelle de 2018. Est-ce que finalement c'est toujours le cas? Est-ce que vous souhaitez effectivement que la suppression pure et simple avec un renvoi à la Cour d'appel de Paris, ou est-ce que finalement on estime que la responsabilité doit être uniquement politique? Voilà quelques questions en tout cas qui, à mon sens, se posent à tout homme et femme politique aujourd'hui, sachant que bien évidemment il n'est pas question de revenir sur la responsabilité d'un ministre. Il était évident, mais finalement, que n'importe quelle personne qui s'engage à avoir un mandat électoral, que ce soit un maire, que ce soit un conseiller départemental, un ministre, un parlementaire, doit avoir sa responsabilité engagée si nécessaire du fait de ses actions. Ça me paraît être une évidence. Maintenant, la question c'est comment, quels sont les principes qui doivent guider cet engagement de responsabilité. D'abord, ce dossier montre une fois de plus que nous allons progressivement vers une pénalisation de la vie politique. Et que, au fond, cette pénalisation est en train de remplacer la responsabilité politique. Je voudrais d'ailleurs dire à ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas se tromper, l'immunité ne protège pas les parlementaires de rendre des comptes devant la justice. C'est simplement dans leurs actes politiques qu'on assure leur liberté de s'exprimer. Et je dois dire que cette question aujourd'hui, elle nous renvoie à une certaine conception du contrôle. Et je pense que dans notre pays, parce que je vois bien la réaction de nos concitoyens, ils ont l'impression que le contrôle ne s'exerce pas vraiment. Et il n'y a eu qu'un seul épisode, et parfois ça nous a un peu opposé, c'est la commission d'enquête sur l'affaire Alexandre Benalla, qui a été conduite au Sénat de manière publique. Mais je pourrais ajouter Lubrizol, une véritable commission d'enquête. Je pense qu'une des vocations du Sénat, dans sa diversité, c'est d'exercer ce contrôle. C'est extrêmement important. Alors, la Cour de justice. Alors, je vais vous dire un mot, c'est que vous avez évoqué 2018. Et en 2018, c'est vrai qu'on n'était pas loin dans le dialogue, et nous n'avons pas échoué du tout pour ça. Tout à fait. Mais il y avait eu, à la suite d'une observation du Conseil d'État, un article, je ne saurais plus vous le répéter exactement, mais qui déterminait que ça n'est que dans un cas très intentionnel ou un défaut qu'on pouvait mettre en cause une décision politique. Je crois que c'est extrêmement important, ce texte qui faisait suite à l'avis du Conseil d'État. En l'état actuel, ça ne peut être qu'une réforme constitutionnelle. Et cette réforme constitutionnelle, je ne suis pas tout à fait certain aujourd'hui que nous l'aborderions totalement de la même manière qu'en 2018, avec l'expérience, avec notamment une préoccupation que j'ai, c'est la procédure d'appel éventuel d'une décision. Or, il n'était pas prévu d'appel. Alors qu'on a un appel pour la cour d'assises, on n'avait pas un appel pour la responsabilité des ministres. Alors je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, ne croyez pas qu'on soit en immunité. Et les ministres doivent rendre des comptes. Mais le premier des comptes qu'ils doivent rendre, c'est devant. Certains, Gérard Larcher, disent c'est le contraire. Ne croyez pas, chers concitoyens, que les ministres bénéficient d'une immunité absolue. Et là, certains disent, mais avec la Cour de justice de la République, c'est presque le contraire, puisqu'on les met en cause pour des intentions ou une interprétation de leurs actes et non pas leurs actes eux-mêmes. C'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver l'équilibre. C'est Guy Carcassonne qui disait « Elle politise le débat, elle pénalise la politique ». Et ça peut être, à partir de la réflexion de Guy Carcassonne, une réflexion pour les échanges que nous aurons dans le futur. Jean-Yves Lecomte, sur cette question-là précise, vous avez une observation à faire sur la CJR? Je crois qu'il est vraiment important de séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale. Voilà. La responsabilité politique, elle est devant les électeurs et elle est devant le Parlement, le cas échéant. Vous voyez que nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord. Et de la même manière, sur l'affaire qui nous préoccupe tous aujourd'hui en France, par rapport à nos relations avec les États-Unis et l'Australie, il y a une responsabilité politique, il y a des choses à comprendre. Le Parlement doit aussi jouer son rôle sur ce contrôle. Voilà, vous l'aurez casé, ça. Jean-Yves Lecomte, vous vouliez parler. Non, c'est ce que je disais de la réaction du président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Nous allons demander compte de ce qui s'est passé.
Jean-Yves Lecomte, votre carte blanche, elle porte sur la politique migratoire. Alors, c'est un sujet de la présidentielle, ça va beaucoup monter. Vous vouliez interpeller le président Larcher? Oui, tout à fait, Monsieur le Président, parce que Michel Barnier, chers collègues, a priori grand européen, a semé la consternation il y a quelque temps sur ses prises de position sur la primauté du droit constitutionnel et de la Constitution sur le droit européen en matière de migration. En tout cas, il souhaitait cela, alors que on a bien vu combien la crise migratoire de 2015-2016 a été finalement résolue par l'Union européenne. Des méthodes plus ou moins hypocrites, mais par l'Union européenne et pas par les États-nations. Et donc, quand on voit que finalement la France est parmi les grands États, un de ceux qui accueillent le moins par habitant, quand on voit que parmi les grands États qui ont des économies fortes et des recherches innovantes, il y a beaucoup plus finalement de personnes qui sont nées hors de leur pays qu'en France. Comment est-ce qu'on peut aborder l'élection présidentielle en faisant la course à l'échalote avec Éric Zemmour sur ce sujet? Écoutez, je pense que Michel Barnier, dont chacun connaît les sentiments européens, très profonds, il a fait un constat. L'Europe, comme la France, ont échoué en matière de politique migratoire et d'asile. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec le président Schäuble. C'était au mois de juillet, à Strasbourg, dans un tête-à-tête, où il me prédisait la fin de l'Afghanistan tel que nous l'avions espéré. C'était un espoir très, très ténu. Et nous parlions de l'éventuel phénomène de déplacement des populations. Parce que derrière le phénomène migratoire, il y a toujours des hommes, des femmes, et qui vivent des drames. Et de ne pas résoudre la question migratoire, c'est, au fond, continuer à fermer les yeux sur des centaines d'hommes et de femmes qui, tout près de nous, sur les côtes de la Manche, se noient ou sont en péril de leur vie, jour après jour, nuit après nuit. Voilà pourquoi je pense qu'il faut une politique migratoire. Nous n'avons pas de politique migratoire. Elle passe par la définition de quotas par le Parlement. Elle passe par une politique d'intégration et d'assimilation. Moi, les deux mots ne me font pas peur, qui permettent de créer cette communauté nationale. Nous sommes tous les deux élus d'un département dans lequel les problèmes d'intégration et d'assimilation doivent être une vraie priorité pour former communauté. Et c'est un travail sur lequel on peut conjuguer nos efforts. Alors, derrière tout cela, il y a aussi un débat qui répond à votre question entre Cour européenne des droits de l'homme sur la question, par exemple, des politiques de regroupement familial. Il y a des sujets qui doivent être abordés. Qu'est-ce que dit Michel Barnier? Qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de le résoudre. Voilà pourquoi il propose un moratoire pour examiner l'ensemble des dispositions législatives. Le texte que nous avons fait ensemble, sur lequel le président de la commission des lois actuelle du Sénat était le rapporteur, ça n'a pas marché. Nous devons avoir une vraie politique migratoire. Est-ce que vous avez votre réponse, monsieur Lecomte? Les obligations de quitter le territoire français, moins de 13%. Vous voyez bien. Monsieur le Président, même le directeur général des études des étrangers en France nous dit que les 13%, en fait, c'est par rapport au nombre d'OQTF qu'on donne. Et que d'autres pays ont obligation de quitter. Demandez au préfet. Oui, mais est-ce que quand même, rappelons le drame de Vendée, 3 obligations de quitter le territoire français non exécutées. On va écouter le monsieur Lecomte. Quand vous nous parlez de politique migratoire, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Pour avoir des marges de manœuvre, il faudrait avoir un nombre de personnes accueillies beaucoup plus important par Français. Aujourd'hui, la moitié des personnes qui rentrent sur le territoire qui ont un premier titre sont liées pour des raisons familiales. Oui. Après, nous avons des étudiants. Nous n'avons pas de marge de manœuvre. Sauf on va demander aux Français de se marier, de donner des quotas aux Français pour se marier avec des étrangers. Nous ne pouvon pas réduire ce chiffre énormément. Et vous le savez bien. Très honnêtement. De la même manière, Michel Barnier s'exprime non pas sur les questions de la CEDH, mais du droit européen, donc de la CJUE, c'est-à-dire une remise en cause profonde de la construction de l'Union européenne, alors que l'Union européenne a prouvé son efficacité entre 2015 et aujourd'hui. Alors, le président Larcher. Si elle était aussi efficace, le président Schäuble n'aurait pas dit qu'il fallait trouver la possibilité d'un asile à l'extérieur des frontières européennes, qui est un des sujets. Non, je ne voudrais pas qu'on se batte. On a
277 000 titres de séjour qui ont été donnés. Est-ce que c'est rien? Est-ce que nous devons aussi négocier avec les pays qui émettent cette immigration? Est-ce que vous pensez que c'est satisfaisant de voir ce qui continue à se passer en Méditerranée, ce qui se passe à Ceuta et Melilla? 90 000 étudiants et 90 000 c'est du regroupement familial, dont plus de la moitié des conjoints de Français. Est-ce qu'on a beaucoup de marge de manœuvre? Mais on ne peut avoir des marges de manœuvre si nous définissons... Je ne dis pas non à l'immigration, non au phénomène migratoire, je dis simplement qu'il faut maîtriser la politique. Et la politique, ça appartient à l'exécutif sous le contrôle du Parlement. Vous trouvez que c'est au fil de l'eau, finalement? C'est au fil de l'eau et qu'on n'a pas la maîtrise? Aujourd'hui, on est totalement au fil de l'eau. On ne maîtrise rien. Donc, on a un sujet d'intégration majeur. Et je préférerais qu'on s'intéresse à la question de l'intégration, alors plutôt que de faire penser qu'on a des marges de manœuvre. Mais vous pouvez les marges de manœuvre, si on les a, ce serait des remises en cause des étudiants, ce serait des remises en cause du droit à vivre en famille, et ça serait particulièrement préoccupant. Est-ce que vous pensez qu'on peut intégrer quand dans une classe, vous avez, et dans les villes, 40, 50, 60% des enfants qui parlent une autre langue? Il faut qu'on mesure quelle est notre capacité. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ça n'est pas une question de nombre de personnes qui migrent, c'est une problématique d'intégration, de localisation, mais on est d'accord. Et de mais nous ne maîtrisons, chère Présidente, en ne maîtrisant plus rien, en n'ayant pas de politique migratoire, ça nous conduit aujourd'hui aux échecs que nous connaissons. Alors, la politique migratoire que nous avons mise en place, effectivement, par une loi dite asile et immigration que vous avez refusée, c'est une des commissions mixtes paritaires que nous n'avons pas réussi à faire aboutir, c'est mise en place justement avec des schémas nationaux d'accueil, avec une accélération massive des procédures pour justement que l'asile soit reconnu ou soit rejeté. Il est faux de dire que les OQTF ne sont pas exécutés. Nous avons vraiment les obligations de quitter le territoire. Nous avons fait un effort majeur avec les pays qui doivent les réceptionner pour que ceux-ci délivrent ce qu'on appelle des laissez-passer. Et vous savez que c'est compliqué, mais cette action, elle est menée par Gérald Darmanin de façon extrêmement massive. Et puis, nous avons voté très récemment une loi très importante sur l'aide au développement pour que justement le soutien des pays qui sont porteurs d'immigration soit lui également très augmenté, afin justement de s'attaquer au problème à la racine. Mais en revanche, il ne faut en aucun cas revenir sur nos engagements internationaux, sur la tradition d'accueil et d'asile de notre territoire, dont j'ai bénéficié, dont ma famille a bénéficié dans le temps et qui, je le crois, fait l'honneur de notre République. Madame la Présidente, il n'est pas question pour moi d'avoir une image de mon pays fermée ou de l'Europe fermée. Mais nous ne maîtrisons pas ces politiques. Et ça nous conduit, y compris, à avoir ces mineurs étrangers qui sont dans des situations extrêmement difficiles. J'ai le souvenir, il n'y a pas longtemps, à Cahors, de voir ces jeunes accueillis dans des foyers et qui, toute la journée, erraient dans une ville au milieu du département du Lot. Et la réalité, c'est qu'il faut avoir les moyens de l'accueil, de l'intégration, de l'assimilation. Or, ça ne se décline pas avec des chiffres que nous sommes incapables d'assimiler. Vous savez bien aujourd'hui que sur les mineurs étrangers, un certain nombre de départements sont totalement débordés, dépassés, et que nous ne faisons pas valoir les valeurs humaines que vous évoquez et que nous avons en partage, j'en suis certain, tous les trois. Il faut regarder les choses en face. Je disais tout à l'heure, vous avez vu ce que j'ai dit sur M. Zemmour, je ne suis pas suspect d'avoir une affection quelconque. C'est parce qu'il faut répondre aux préoccupations des Français. Non pas d'une manière populiste, mais en vérité. Et en vérité, nous avons un problème migratoire. Et le moratoire de Michel Barnier n'est pas une proposition populiste. C'est une approche qui nous permet de nous donner le temps d'apporter des réponses. Moi, je ne crois pas que fermer notre pays à double tour soit une approche qui nous permette de gagner le temps. Je pense qu'il faut justement continuer à accueillir. Et ce ne serait pas ma volonté non plus. Il reste 3 minutes. Vous voyez, c'est très peu pour une question extrêmement large, mais vous aviez choisi comme question commune sur fond de crise démocratique le déficit ou la frustration des Français en termes de représentativité. Une réforme qu'il faudrait faire pour améliorer cette représentativité au Parlement, et la réponse
très brève de Gérard Larcher. Yael Braun-Pivet. C'est très difficile en une minute parce que les réformes institutionnelles nous passionnent, nous à la commission des lois et vous à votre fonction. Non, moi je proposais en réforme institutionnelle de cumuler les élections présidentielles et législatives de telle sorte qu'il y ait moins de subordination dans l'élection des parlementaires à l'élection présidentielle si elle se tenait le même jour. C'était une idée que je proposais parmi d'autres, mais il y en a une multitude. Et la vôtre, Monsieur Lecomte? Oui, croyez-vous qu'il faille faire plus de démocratie participative? À chaque fois que des sujets de cette nature sont arrivés au Sénat, la majorité sénatoriale les a refusés, alors que nous avons aujourd'hui des outils numériques qui permettent de mieux faire participer les citoyens tout en laissant le pouvoir après au Parlement. Deux questions passionnantes. Alors, il faut répondre brièvement. Je vous réponds plateforme numérique que le Sénat a mis en place pour la relation avec les élus, que nous allons étendre à l'ensemble des citoyens. Et je crois, j'ai rencontré le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental que je connais bien et avec qui je fais confiance, et je pense que c'est dans cet échange que nous pourrons avancer sur la participation. Je crois aussi à la démocratie participative sur le terrain. Je l'ai pratiquée comme maire, elle est utile, mais je pense, et ça me renvoie à votre observation, que la crise de la représentation, c'est au fond une crise de confiance très profonde. Je ne suis pas certain que ce soit les inversions de calendrier qui changent quoi que ce soit. En fait, nous avons, depuis 10 années, une crise des résultats entre les engagements qui sont pris et les résultats ressentis par les citoyens. Voilà pourquoi je crois qu'il faut qu'on retrouve le chemin de la confiance. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas que l'élection présidentielle soit l'occasion de faire des propositions qui soient, j'allais dire, non chiffrées, non réalisables. Voilà pourquoi il faut regarder les choses en vérité. Et je le dis vraiment très sincèrement, cette élection doit être l'occasion de renouer avec la confiance dans ce pays. Cette crise de confiance, elle est très, très profonde dans le pays. Alors, c'est terminé, pardon. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu. Voilà, vous allez vous croiser dans le Sénat. Encore quelques instants, on va retourner, si vous voulez bien. On va retourner au Figaro Live pour rejoindre Vincent Roux, qui a encore une question pour vous, Gérard Larcher. Il y a un sondage qui vous a frappé, sur lequel vous vouliez interpeller aussi Gérard Larcher, Vincent. Oui, Elisabeth, au lendemain d'ailleurs du premier tour de la primaire Europe Écologie Les Verts, qui a réuni plus d'électeurs que lors des scrutins du même type précédents, selon un sondage Odoxa Backbone pour le Figaro, 55% des Français ont une bonne opinion d'Europe Écologie Les Verts. Ils pensent que c'est un parti utile. Est-ce que c'est votre avis, Gérard Larcher? Moi, je crois que la question climatique, environnementale, elle est aujourd'hui très largement partagée. Elle est une préoccupation exprimée par l'ensemble de nos compatriotes, que c'est donc un sujet dont ils ont le sentiment, et c'est d'ailleurs en partie vrai, qu'elle peut être portée par un parti politique, mais l'écologie ne peut pas être confisquée par un seul parti politique. Je crois que nous partageons dans les différentes formations politiques, parfois à des niveaux différents, ces préoccupations environnementales et climatiques, et que ces préoccupations environnementales et climatiques nous ont conduit d'ailleurs à converger sur la loi climat-résilience juste avant l'été. Vincent, rejeter la réforme constitutionnelle. Mais c'est autre chose. La réforme constitutionnelle, nous l'avons rejetée parce que c'est à nous de faire la Constitution et de ne pas déléguer, au travers du mot garantie, le pouvoir constituant à d'autres. Voilà, merci beaucoup Vincent Roux. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Yael Braun-Pivet. Merci beaucoup sénateur Lecomte. Merci d'avoir passé cette heure avec nous sur LCP et Public Sénat dans Auditions publiques. Et très bonne semaine, bien sûr en suivant les deux chaînes parlementaires. À lundi prochain, 19h30. Bonne soirée.